Citation et collage, ouvrez les guillemets. Tout d'abord, on va distinguer citation et collage. La citation, c'est une technique ancienne qui consiste à emprunter à un compositeur du passé. Par exemple, Alban Berg, qui est un compositeur de la seconde école de Vienne au début du XXe siècle, cite Jean-Sébastien Bach, qui est un compositeur baroque. Alors deux compositeurs en particulier dans l'histoire de la musique sont un petit peu les spécialistes de la citation. C'est Gustav Mahler, qui est un compositeur allemand du 19e siècle, un symphoniste, le créateur aussi du lied pour orchestre. Et l'autre compositeur, c'est Igor Stravinsky, qui fait beaucoup de citations, notamment dans ses ballets. Le collage, quant à lui, c'est une technique qui consiste à assembler une œuvre d'art nouvelle à partir de matériaux et de techniques différents. Quoi qu'il en soit, citation et collage permettent d'élargir les dimensions psychologiques de l'œuvre, puisque des époques et des espaces différents sont présents simultanément au sein de l'œuvre. Alors on va voir l'exemple de Gustav Mahler. Pour Mahler, la musique, c'est le symbole et le miroir de la vie. Mahler s'est nourri de ce qu'il entendait à l'époque, et ça pouvait être des musiques militaires, des musiques de danse, de bastringue, des musiques tziganes, mais aussi de la musique enfantine. Et il, du coup, utilise les instruments qui sont liés à ces musiques, et avec une préférence aussi pour le timbre vocal des voix d'enfants, parce qu'il y a une connotation de pureté. Alors on va écouter le troisième mouvement de sa première symphonie, qui est sous-titré Titan, qui date de 1888, et vous allez voir qu'il fait appel à un thème connu de tous, qui est Frère Jacques. Ici, d'abord joue au violoncelle. Sur l'ostinato des timbales. Le basson qui reprend. Les violons. Le tuba. Donc les instruments, ils entrent les uns après les autres, en s'imitant, comme dans un canon. Et ce hautbois qui joue un contre-champ qui n'a rien à voir avec Frère Jacques. Flûte. Alors, le thème de Frère Jacques est ici dans le mode mineur. Alors le compositeur contemporain Ligeti
a une expression pour désigner cette musique employée par Mahler, qu'il s'agisse des musiques militaires ou des musiques de danse qu'il met dans ses œuvres. Il parle de Abfallmaterial en allemand, donc ça voudrait dire un matériau musical de rebut, de rejet, c'est-à-dire quelque chose qui serait pas noble. Et Gustav Mahler, lui, s'inscrit vraiment dans une démarche humaniste. Il prend aussi bien de la musique citadine, populaire, le folklore, le classique, et il met tout ça sur un pied d'égalité en quelque sorte. En tout cas, Mahler, il crée un nouveau type d'écriture polyphonique sans hiérarchie sonore, qui superpose des strates indépendantes, hétérogènes, qui sont hétérogènes à la fois sur le plan thématique, rythmique et tonal. On en a eu un petit exemple ici avec le frère Jacques qui va se superposer avec un contre-champ d'hautbois qui n'a rien à voir. Donc ces strates sont perçues simultanément, de manière non hiérarchisée, voilà, parfois avec des effets de spatialisation chez Mahler, avec des trompettes en coulisses, avec des effets d'éloignement, etc. C'est une écriture qui ouvre un peu la voie à ce que fera Stravinsky au XXe siècle. Il y a un musicologue qui s'appelle Robert Morgan qui dit que cette technique-là repose sur le phénomène de défamiliarisation. C'est-à-dire que le fait de changer un objet de son contexte le revalorise esthétiquement. Alors cette idée est reprise par les commentateurs qui répondent à cette fameuse critique de banalité du matériau chez Mahler en disant que le changement de contexte fait que ce matériau musical n'est plus du tout banal et acquiert une véritable valeur expressive. Donc je le redis, mais Mahler s'inscrit dans une véritable démarche humaniste. Et ces œuvres qu'il utilise, connues de tous, donnent une certaine valeur sentimentale, affective. Il y a un véritable potentiel émotionnel. Et puis ici, donc, c'est une référence à son enfance, mais aussi à l'enfance de l'auditeur, qui est plus ou moins impliqué. Donc l'autre compositeur spécialiste de la citation, c'est Igor Stravinsky au XXe siècle. Et dans Petrouchka, qui est un ballet de 1911, la référence populaire est très importante et elle s'oriente selon deux axes. L'emprunt à de réelles mélodies folkloriques et d'autre part l'emprunt à des mélodies citadines, des rengaines à la mode, alors à son époque, de la musique de bas étage, quoi, dont la plus célèbre est peut-être Elle avait une jambe de bois. Donc je vais vous faire écouter cette mélodie, l'original de cette musique à la mode à l'époque. Elle avait une jambe en bois, et pour que ça ne se voit pas, elle faisait mettre par en dessous des rondelles de caoutchouc. Elle avait une jambe en bois, mais comme elle portait des bas, ceux qui ne l'avaient pas tâté ne s'en seraient jamais douté. Elle avait une jambe en bois. Alors, il paraît, anecdote ou pas, Stravinsky travaillait sur sa partition de Petrouchka à Beaulieu-sur-Mer, près de Nice, La Fenêtre ouverte. Et un orgue de Barbarie jouait dehors cette mélodie. Et Stravinsky l'a inclus dans sa partition, en demandant à ses amis qui l'hébergeaient si c'était dans le domaine public. Il ne s'est pas trop soucié de ça d'ailleurs. Il s'est avéré que cette fameuse mélodie avait effectivement un auteur encore bien vivant qui, paraît-il, a touché un certain nombre de tantièmes de Petrouchka en droit d'auteur, parce que Stravinsky avait utilisé sa musique. Il faut savoir que la notion de droit d'auteur, c'est quelque chose qui a émergé au XIXe siècle avec la création de la SACEM, pour protéger justement les artistes et leurs œuvres. Et alors pour l'anecdote, Stravinsky était assez grippe-sous et du coup ça l'a embarrassé, ça l'a un peu vexé de verser des droits à cet illustre inconnu, auteur de cette chanson, quoi. Alors, dans Petrouchka, je vais vous le faire écouter, mais vous allez voir qu'il arrive plus ou moins à recréer l'instrument, l'orgue de Barbarie. On va entendre donc la mélodie jouée aux flûtes. Et l'accompagnement, il est imité par les clarinettes, en fait, l'orgue de Barbarie. Vous allez l'entendre tout de suite.
puis un élément qui n'a rien à voir là qui arrive. Donc ça fait penser un petit peu à Gustave Mahler aussi, des strates indépendantes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles. C'est en tout cas un petit peu le début des polyphonies de masse, c'est-à-dire des polyphonies qui commencent à se densifier, où on commence à superposer plein d'éléments différents. Voilà pour Stravinsky. Donc la citation, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est une forme évidente de travail sur la mémoire. C'est aussi un des traits les plus saillants de la postmodernité. Toute la musique postmoderne, à partir des années 60-70, va énormément utiliser la citation, on le reverra plus tard. Donc la pratique de la citation, c'est quelque chose qui a existé de tout temps, en fait, en musique, et c'est peut-être même une des composantes les plus importantes de l'écriture musicale, comme en témoigne la variété des termes techniques qui désignent et recouvrent cette pratique, par exemple l'arrangement, une coloration, la contrafacture, les fragments, les paraphrases, les parodies, le pastiche, les pots pourris, les transcriptions ou encore les variations sur un thème. Je pense par exemple Mozart, les variations sur le thème d'À vous dirai-je maman. On peut penser aux paraphrases de Franz Liszt qui prend un air d'opéra et qui du coup en fait une musique pour piano, etc. En musique, l'emprunt semble donc aller de soi et concerne aussi bien des thèmes, des formules, des figures, des manières, des styles. Toute œuvre musicale est en effet en relation plus ou moins étroite ou plus ou moins éloignée avec d'autres œuvres musicales, antérieures ou contemporaines. De fait, toute création artistique est assurée par une dynamique d'absorption en fait entre, on va dire, la tradition et la transformation, la novation, qui est mise en œuvre par chaque créateur. Alors cette pratique de la citation, qui est assumée depuis des siècles par les compositeurs, elle relève autant du savoir-faire musical que des mécanismes, volontaires ou non, de la réminiscence issue de la mémoire musicale propre à chaque créateur. Alors le problème, c'est que ça peut parfois friser le plagiat, quoi. On va voir quelques exemples de citations à travers l'histoire de la musique. Alors sans être exhaustif évidemment, on va commencer avec des exemples au XVIIe, XVIIIe siècle, à l'époque baroque, le baroque allant de 1600 à 1750. Alors on va commencer avec Jean-Philippe Rameau, qui a donc écrit un tambourin dans sa suite pour clavecin en mi mineur de 1724. Et ce morceau a été ensuite arrangé dans un opéra-ballet qu'il a composé en 1739, qui s'appelle Les Fêtes d'Hébé. Alors je vous fais entendre la pièce pour clavecin déjà. Donc en fait, ce tambourin écrit par Rameau, il en a composé d'ailleurs beaucoup des tambourins, c'était une danse à la mode à l'époque baroque, et en fait c'est censé imiter plus ou moins le galoubet tambourin. C'est un instrument qui aura un grand succès à l'époque. C'est en fait un petit tambour et une petite flûte à 3 trous. Et donc c'est joué par la même personne, la main gauche assurant la partie tambour avec une baguette, et la main droite assurant le jeu de la petite flûte en fait. Donc il y a énormément de danses qui s'appellent tambourin chez Jean-Philippe Rameau, et donc il imite cet instrument avec la mélodie à la main droite pour le clavecin, et les accords, enfin cette note pédale là, qui imite un peu le tambour, le mi là, qui est répété, qui imite un petit peu le battement du tambour. Et donc d'ailleurs à l'époque baroque, c'est la mise en avant des instruments à bourdon, que l'on assimile d'ailleurs aux instruments populaires. Il y a énormément de passerelles entre la musique savante et la musique populaire. Cette pièce d'ailleurs est de loin une des plus célèbres de Rameau. Donc elle est issue du 2e livre de pièces pour clavecin.
Et les mouvements de cette suite sont allemande, courante, gigue en rondo, le rappel des oiseaux, qui est une très belle pièce descriptive pour clavecin, mais aussi des rigodons, des musettes, le tambourin et aussi une villageoise. Et ces mouvements sont autant de pièces de caractère évoquant les danses de la vie bourgeoise et noble de l'époque en France. La danse, d'ailleurs, a une fonction très importante dans toutes les classes sociales, au bal populaire ou non, au théâtre, la tragédie en musique, l'opéra-ballet. La danse est chorégraphiée et on la trouve aussi dans la musique instrumentale, et notamment dans un genre typiquement baroque qui est la suite de danse. Donc en fait, on alternait des danses, en général une rapide, une lente, une rapide, une lente, et en général une suite, elle était écrite dans la même tonalité. On retrouve les mêmes types de danse un peu partout dans les différentes classes sociales. Alors ce qui fait la différence, c'est l'interprétation et la façon de danser, ainsi que l'élaboration. Ce n'est pas une question de répertoire, mais une question de style. Alors je vais vous faire entendre ce tambourin repris dans Les Fêtes d'Hébé. Donc c'est tout simplement un arrangement, une orchestration. On va voir un autre exemple à l'époque baroque, au XVIIe, XVIIIe siècle plutôt ici, c'est avec Jean-Sébastien Bach. Donc je vais vous faire entendre, on va commencer d'abord avec l'œuvre qui est à droite, qui est en fait une cantate religieuse, BWV 12 de 1714, qui s'appelle donc Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen. Donc c'est de l'allemand. Ça signifie les pleurs, les lamentations, les tourments et le découragement. Je vous fais entendre. Très belle musique. Et je vais vous faire entendre donc toujours Jean-Sébastien Bach, le Crucifixus de la messe en si mineur, composé en 1748-49, juste avant sa mort. Il est mort en 50, Bach. Donc cette fois-ci, ça va être chanté en latin. Donc la traduction, c'est qui a été crucifié pour nous, a souffert sous Ponce Pilate et a été enseveli. Donc vous voyez que c'est le même compositeur et c'est exactement la même musique, bien que jouée différemment. Ici, elle est un petit peu plus lente que dans la cantate. Je vous ferai entendre la cantate. Elle est un petit peu plus rapide, la cantate. Donc en fait, cette technique, ça s'appelle la parodie et c'est quelque chose qui est très fréquent dans la musique de Jean-Sébastien Bach.
Euh, alors pourquoi cette pratique en fait d'auto-citation, d'auto-plagiat, on pourrait presque dire? Ben, c'est afin de donner une seconde vie tout simplement à leur musique, hein. Les compositeurs qui font ça, il faut savoir qu'à l'époque la musique elle s'écoutait qu'en live, donc elle était très souvent éphémère. Aucun moyen de reproduction sonore n'existait. Donc c'est vrai que quand un compositeur avait une bonne idée, ben, il la réexploitait dans plusieurs œuvres. Donc ici, on a une musique lente, hein, pour voix, vous l'avez entendu, voix mixte, chœur, et les instruments. L'accompagnement, il est tout le temps présent, hein, c'est la fameuse basse continue de l'époque baroque. Et il est même répétitif ici avec une basse obstinée, hein. Les voix, elles s'imitent aussi les unes aux autres. Alors l'imitation, c'est une écriture qui est typique du baroque, hein, qui est issue d'ailleurs des périodes d'avant, hein, de la Renaissance, du Moyen-Âge. Et c'est une musique qui est si langoureuse, douloureuse, car le texte raconte tout simplement la passion du Christ. C'est un épisode de souffrance de la vie du Christ. On va passer à l'époque classique avec un exemple de concerto chez Mozart. Alors il faut savoir que Mozart, quand il était enfant, il a composé des concertos pastiches. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, une sonate pour pianoforte d'un des fils Bach, Jean-Chrétien Bach, va devenir un concerto pour piano de jeunesse de Mozart. Alors je vais vous faire écouter d'abord la sonate pour clavier, hein, pour pianoforte, qui est en ré majeur de Jean-Chrétien Bach. Et chez Mozart, ça donne ça. Voilà. Donc on poursuit avec un exemple au XIXe siècle, c'est-à-dire à l'époque romantique. Donc j'ai pris un exemple assez marquant du XIXe siècle parce que c'est pas un cas isolé, il s'agit de la citation du Dies Irae en fait. Le Dies Irae, qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé la prose des morts, c'est une séquence médiévale chantée qui adopte la forme d'une hymne liturgique. Donc la forme, c'est-à-dire, c'est une phrase qui se répète finalement, qui est à chaque fois bissée, hein, ça fait AA, BB, CC, DD, etc. Et l'inspiration du poème est partiellement apocalyptique, hein, Dies Irae, ça signifie le jour de colère, hein, c'est le moment où Dieu revient sur terre pour juger les vivants et les morts. La mélodie du Dies Irae va vraiment devenir un best-seller de l'évocation de la mort. Et de nombreux compositeurs citent le Dies Irae, parfois même que les 4 premières notes suffisent à évoquer la mort, le morbide, etc. Je vous fais entendre le Dies Irae dans sa version médiévale, donc façon un peu chant grégorien, hein. Dies irae, dies irae, salve seculum in favilla. Et donc ce thème de Dies Irae, il a été repris notamment au XIXe siècle dans la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Alors la symphonie fantastique, c'est une œuvre vraiment novatrice pour l'époque, hein, elle date de 1830. C'est une sorte d'autobiographie musicale, c'est-à-dire pour une fois, il y a un compositeur qui écrit de la musique sans respecter forcément les codes traditionnels de la symphonie. Il raconte en fait son aventure amoureuse impossible avec une actrice et puis sa mort. En fait, il s'empoisonne avec de l'opium. Et c'est un des premiers exemples d'œuvres à programme.
Et son initiative sera poursuivie d'ailleurs par Franz Liszt, qui est le créateur du poème symphonique. C'est-à-dire qu'on compose finalement avec des prétextes. Ça peut être composé à partir d'un tableau, à partir de textes, à partir d'histoires finalement. Et tout ça, c'est donné en musique. Alors dans sa symphonie fantastique, le 5e mouvement, donc là vous voyez déjà il ne respecte pas les codes traditionnels de la symphonie. La symphonie c'est en 3 ou 4 mouvements habituellement. Donc là 5 mouvements qui en plus portent un titre chacun. Dans ce 5e et dernier mouvement, il se voit au sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce, réunis pour ses funérailles. Alors on y entend des bruits étranges, des gémissements, des éclats de rire, des cris lointains. Et tout ça, c'est rendu finalement par les instruments. Alors il y a un grand travail sur les timbres instrumentaux, sur la façon d'utiliser les instruments. Berlioz d'ailleurs est connu pour ça. C'est un grand orchestrateur. Il a même laissé un traité très important. Et on y entend à un moment donné donc le glas funèbre, une espèce de cloche qui nous évoque tout de suite la religion, la messe, enfin voilà, et une parodie burlesque du Dies Irae. Donc je vous ferai entendre le thème du Dies Irae grégorien suivi de Berlioz. Et chez Berlioz. Voilà pour cet exemple de citation du Dies Irae. Après les concertos pastiches de Mozart, les citations populaires sublimées chez Igor Stravinsky ou chez Gustav Mahler, comme les valses, marches militaires, chansons de rue, musique foraine, le XXe siècle n'est pas en reste en matière de citation. Et cela devient même de plus en plus courant, surtout avec la naissance de l'enregistrement. Et donc je vais commencer par tout d'abord citer Bartók, qui a puisé énormément dans le répertoire de la musique populaire, et notamment les chants paysans. Et il dit la chose suivante: je considère les mélodies populaires comme des chefs-d'œuvre en miniature, au même titre que le sont dans le domaine des formes plus importantes une fugue de Bach ou une sonate de Mozart. Chacune est un modèle de perfectionnement artistique. L'essentiel, c'est l'art paysan, ce joyau serti dans sa monture. Alors Bartók, il utilise dans son langage musical énormément les rythmes pointés, les chants paysans, les rythmes qu'on appelle aksak, c'est-à-dire des rythmes boiteux, donc avec des mesures un peu irrégulières et impaires. Dans son langage musical, il fait usage beaucoup de la modalité également, c'est-à-dire que c'est une autre issue par rapport à l'atonalité proposée par l'école de Vienne. Donc la modalité, ça rejoint aussi justement tout ce répertoire de chants folkloriques traditionnels qui souvent peut être modal. Et donc les mesures qui ne sont pas régulières ou les chiffrages irréguliers, c'est l'influence du style qu'on appelle parlando rubato vocal. En fait, ça vient de ses collectages lorsqu'il a voyagé dans les Balkans et puis aussi en Afrique du Nord. Il a transcrit les chants qu'il a entendus. Et c'est vrai que souvent, c'est non mesuré, en fait. Donc, je vais vous faire écouter un extrait des 6 danses sur un rythme bulgare qui vont conclure un cycle d'œuvres qui s'appelle Microcosmos. Donc ici, la mesure, elle est à 9 temps et elle se décompose en 4 plus 2 plus 3.
Donc un langage pianistique très moderne, avec beaucoup de dissonance aussi, sans pour autant être atonal. Alors autre compositeur au XXe siècle qui use de la citation, c'est Claude Debussy. Alors évidemment dans une référence à l'Espagne, parce qu'il y a une espèce de mode de l'Espagne à la fin du 19e, au début du 20e, une espèce de fascination en tout cas des compositeurs pour ce pays. Dans une pièce comme Iberia, la référence à l'Espagne est très marquée. Mais il cite également donc, du folklore. Alors par exemple dans Feu d'artifice, que je vais vous faire écouter, c'est une pièce pour piano, il cite la Marseillaise. Alors c'est très furtif, faut bien entendre. Voilà, vous avez sans doute entendu le ta-da, ta-da-da-da. Voilà, donc c'est très très court ici. Mais un autre exemple peut-être plus marquant, avec une citation de chanson folklorique, c'est dans Les Jardins sous la pluie. Alors Jardins sous la pluie, c'est pareil, c'est une œuvre pour piano, et il cite Nous n'irons plus au bois. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Également la chanson enfantine Dodo l'enfant d'eau. Donc je vous fais entendre. Là aussi, langage très moderne. Donc là, c'est très savamment intégré. Et puis alors, ce langage moderne là, de Debussy, il est aussi dû notamment à l'utilisation d'une gamme qu'il a inventée, qui s'appelle la gamme Parton, qui est une gamme qui appelle au malaise, en fait. Il n'y a vraiment pas de sentiment de repos avec des toniques, des dominantes. Alors juste pour faire encore une citation de Dodo l'enfant d'eau, je vous fais écouter du Miles Davis et du jazz rock. Donc c'est bien plus tard, c'est après Debussy, c'est dans les années 70, un morceau qui s'appelle Jean-Pierre. Voilà pour Dodo l'enfant d'eau. Et dernier exemple au XXe siècle que je vais vous donner, c'est Joseph Canteloube. Alors Canteloube, c'est un compositeur auvergnat. Et ici, je vais vous faire écouter un de ses morceaux les plus célèbres. Donc c'est dans les chants d'Auvergne, ça s'appelle Bailero. Et les paroles sont en occitan, aurillacois, c'est-à-dire c'est de la langue d'oc. Et il avait commencé dans les années 1900 à rassembler plein d'airs traditionnels de l'Auvergne, du Quercy. Et puis il en avait réalisé en fait une harmonisation personnelle de certains d'entre eux. Parce que c'est vrai que ces chants populaires, souvent ils sont chantés, c'est juste des mélodies, il n'y a pas forcément d'harmonisation derrière. Et donc ce répertoire populaire, il en fait quelque chose de savant, il en fait des symphonies ou des chants accompagnés à l'orchestre. Je vous fais entendre Bailero.
Oui, Canteloube, c'est quelqu'un, il est complètement à côté de l'avant-garde en fait, hein. Il va pas chercher la musique atonale, la musique concrète, les bruits, tout ça. Il conserve un langage très traditionnel, tonal, avec l'orchestre, des instruments classiques, quoi. Voilà pour les exemples au XXe siècle. Alors, finalement, la citation musicale, elle a toujours été pratiquée, mais cependant, dans les années 1960, elle opère un vrai tournant, parce qu'elle va devenir l'objet même de certaines compositions. Donc au siècle précédent, la citation allait de soi, hein, ainsi que l'anonymat dans lequel on laissait alors les auteurs cités. Et désormais, les compositeurs vont revendiquer cette pratique faisant partie intégrante de la réflexion sur l'écriture et le langage musical. Citons parmi les créateurs les plus importants 4 noms. Il s'agit de Bernd Alois Zimmermann, qu'on va voir un peu plus en détail dans la diapositive suivante. Alors Zimmermann, il a inventé une écriture, enfin une esthétique pluraliste. Donc c'est pas sans rappeler peut-être Stravinsky ou plutôt Gustav Mahler. Enfin, on va voir ça après. Deuxième artiste, c'est Luciano Berio avec des techniques de commentaires et il va jouer sur la mémoire avec des catalogues de références. Ou encore Maurizio Kagel avec les effets de distanciation, parodiques, de travestissement. Et enfin, Karlheinz Stockhausen avec des techniques métamusicales d'intermodulation. J'ai jamais compris à quoi ça correspondait, hein. Alors, je voudrais aussi citer Philippe Manoury qui dit à propos de la citation, mais aussi du collage, la chose suivante. Citation et collage sont une des tares de la musique du XXe siècle. Bien que des chefs-d'œuvre les aient utilisés, et il cite la Sinfonia de Luciano Berio et Hymnen de Stockhausen, cela montre le désarroi des créateurs qui ne croient plus aux vertus d'un langage, mais se sécurisent avec des références passées qui deviennent mortes dans ces contextes. Donc Philippe Manoury y voit ça d'un très mauvais œil et comme un manque de créativité, quoi. Alors, je vous parlais de Zimmermann. On va se pencher un peu sur le cas du requiem pour un jeune poète. Alors un requiem, c'est quoi ? C'est une œuvre, c'est une messe des morts en fait. Donc c'est une œuvre chantée avec des prières en latin qu'on chante lorsqu'il y a des funérailles. C'est la dernière œuvre que Zimmermann ait composée et il l'a intitulée Lingual. C'est la contraction de lingua, la langue, et de ritual, le rite. Donc ce terme de lingual signifie en quelque sorte rituel de langue. Et effectivement, il n'y a pas que de la musique, hein, il y a aussi des textes parlés. Alors cette œuvre-là, elle a un effectif absolument pléthorique, hein. Il y a 3 chœurs, un jazz band, un orchestre symphonique, 2 récitants, 2 chanteurs, une soprano, un baryton, et 8 haut-parleurs qui diffusent soit des enregistrements de textes historiques ou bien de la musique enregistrée. Et parmi les textes cités, on trouve du James Joyce, du Albert Camus, du Wittgenstein, des fragments du pape Jean XXIII, du Joseph Goebbels, Adolf Hitler, Mao Zedong, etc. Le but de Zimmermann dans ce requiem a été de restituer à la fois par les textes et les musiques employées tout le demi-siècle, même les 60 années qui ont précédé, qui venaient de s'écouler. Ce fut une période historique où il s'est passé des choses aussi épouvantables, hein, avec les guerres. Et cette période historique fut aussi celle de sa vie personnelle. C'est une manière de donner à entendre, parfois de manière superposée, hein, donc pas forcément très audible. C'est donc une manière de donner toute l'histoire de ce demi-siècle. Cela prend une résonance particulière lorsqu'on connaît le contexte personnel de Zimmermann qui allait se suicider quelques mois après, hein. C'est en fait une sorte de testament qu'il a composé. Alors l'idée de Zimmermann, c'est, dans ces superpositions de plans sonores, de traduire ce qu'en littérature on a appelé le flux de conscience. Alors les flux de conscience, c'est quoi ? C'est tout ce qui nous passe par la tête à un moment donné, y compris lorsqu'il nous passe plusieurs choses par la tête. En fait, c'est un peu le bruit de fond du fonctionnement de notre esprit.
Je vais vous faire entendre donc le Dona Nobis Pacem de ce Requiem. Alors on va y entendre des textes lus énormément, et puis là, il va citer la 9e de Beethoven, et puis les Beatles juste après. Enfin voilà, c'est très particulier. In Todfeindschaft steht sich der Bolschewismus dem Nationalsozialismus gegenüber. Das Bolschewismus Moskau ist im Begriff, dem Nationalsozialismus in Deutschland seinen Existenzkampf in den Rücken zu fallen. Deutschland ist nicht gewillt, unser Herz und Stalin spricht am Tag seiner Ernennung zum Vorsitzenden des Verteidigungskomitees am 3. Juni 1941 zu seinem Volk und zu seinem Tod. Et je vous fais entendre un autre passage où Zimmermann va juxtaposer du jazz avec du texte parlé. Là aussi, c'est détonnant. Voilà, donc c'est très particulier, mais c'est une esthétique qui est vraiment propre à Zimmermann, qu'il a appelé le pluralisme stylistique et qui correspond finalement à la diversité de notre réalité musicale. On est dans la vie de tous les jours traversé par des musiques, par des sons très différents, et tout ça, lui, il le traduit dans ses œuvres en fait. Alors ici, Zimmermann, ça va même au-delà de la citation, il y a du collage, il y avait un vrai travail de collage avec tous ces éléments hétérogènes. Alors justement, le collage, on va un petit peu en parler, c'est une technique en fait qui consiste à assembler une œuvre d'art nouvelle à partir de matériaux et de techniques différents. Le collage, il peut être considéré comme un cas étendu de citation, et donc comme un autre cas de réécriture. Alors c'est une pratique, pareil, qui n'est pas récente. Ça va devenir par contre un des outils de la modernité, donc à partir du XXe siècle, mais aussi un élément très saillant de la post-modernité. Alors il y a un musicologue, compositeur, écrivain qui en 1978 donc s'appelle Jean-Yves Bosseur et repère différentes catégories de collage selon les morphologies et les fonctions. Je vais vous en donner quelques exemples. Il y a tout d'abord l'assemblage-collage. Et je vous fais entendre un exemple chez John Cage dans une œuvre qui s'appelle Rosar Mix, qui date de 1965. Der Krieg wird damit Voilà, on comprend bien la notion d'assemblage. Deuxième exemple que cite Jean-Yves Bosseur, c'est le collage complexe ou chiasmage. Le chiasmage, c'est le croisement, c'est composé en fait d'une multitude de fragments. Alors ici, il s'agit de repiquage de disques de jazz pour une pièce qui s'appelle Imaginary Landscape No. 5 de John Cage en 1952.
She was a fast machine, so damn woman that I had. I always feel my balls in them. Dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'anti-collage, qui consiste en fait à ne livrer qu'un détail d'un tout et à le disséquer. Alors, par exemple, Maurizio Kagel, dans son œuvre Tactile, il va faire usage des musiques populaires. C'est une œuvre qui date de 1970. Voilà pour cet exemple. Alors après, il y a d'autres collages qui existent, qui sont cités par Jean-Yves Bosseur, notamment le collage qu'il appelle narratif, par les brassages qu'il suppose en fait. Il a un sens dramatique, un aspect carnavalesque, c'est le brassage de nombreux éléments. Et on va en voir un exemple après, c'est chez Berio, dans la Sinfonia, qui est vraiment un peu le modèle, l'œuvre la plus aboutie en matière de collage au XXe siècle. Alors je vous livre une petite citation de Claudie Malherbe. Je vous laisse donc lire cette citation. Mais ce qu'on peut retenir, c'est ce que j'ai mis en gras finalement. Il parle de manipulation issue de la bande magnétique. Donc, c'est une des nouveautés du XXe siècle, évidemment. Le travail aussi des musiciens tels que Debussy ou Bartók, qui infléchissent la tradition classique. Tout ça, c'est le terreau de cette technique-là aussi. Il parle aussi d'assemblage musicalement significatif, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire du collage, mais il faut aussi pouvoir donner du sens et recréer une œuvre nouvelle à partir de ça. Et puis le risque de cette méthode est l'éclatement de l'unité stylistique, ça vous l'avez bien compris. Et puis finalement, il parle des éléments et des structures qui figurent la complexité du monde actuel. Alors un exemple de collage avec le prélude en ut mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors Bach, il utilise, alors au départ, il utilise le clavecin en fait. Donc ici, c'est interprété par une pianiste. C'est un morceau, donc le prélude, qui est un morceau d'échauffement. Il est souvent utilisé pour vérifier que l'instrument n'est pas trop désaccordé avant de jouer. Alors on va remarquer dans ce morceau un tempo très rapide, allegro, qui va permettre au compositeur d'enchaîner les notes sur un même rythme et de donner un sentiment de perpétuel tournoiement. Il s'agit en fait d'un ostinato rythmique, un mouvement rythmique répété sans cesse. Donc ça sert à chauffer les doigts tout simplement.
Une espèce de toccata impétueuse en double croche du début jusqu'à la fin. Et donc, généralement, ces préludes, ils servent donc d'échauffement et ils servent finalement à enchaîner sur le morceau principal qui est une fugue. Donc, chez Bach, il y a énormément de préludes et fugues. La fugue est quant à elle beaucoup plus technique, difficile au niveau de l'indépendance des doigts. Donc, je vais vous faire entendre maintenant Pierre Schaeffer qui a composé Bilude en ut en 1979. Je vous laisse apprécier l'œuvre et sa partition qui est juste à côté. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait Pierre Schaeffer, c'est une citation intégrale du morceau de Bach en fait, et il conserve l'interprétation de l'original, mais comme le montrent les hachures sur la partition, il va modifier le timbre en jouant avec des effets de réverbération, d'allongement des durées, ou encore d'autres bidouillages permis par l'utilisation de la table de mixage. Il se permet aussi de changer l'instrument ou bien de remplacer tout simplement les notes musicales par des sons concrets, le tout au même tempo en gardant le même rythme. Donc finalement, Pierre Schaeffer, il crée un morceau de musique qu'on appelle mixte, c'est-à-dire qu'il mélange sons concrets, des timbres modifiés et d'instruments réels aussi. Ce sont ces recherches de copier, couper, coller et l'utilisation nouvelle de l'enregistrement avec microphone qui ont conduit à ce résultat-là. Je vous montre maintenant un autre travail que j'ai trouvé sur YouTube, toujours du Bilude en ut, avec cette fois-ci, en plus des effets audio, des effets vidéo. Etc. Voyons un autre exemple de collage. Alors peut-être l'exemple le plus célèbre au XXe siècle et le plus abouti, c'est la Sinfonia de Luciano Berio qui a été composée en 1968. Le troisième mouvement de la Sinfonia est un collage justement de par la richesse de ses emprunts. En fait, ici, Berio reprend intégralement le scherzo de la deuxième symphonie de Gustav Mahler. Cette deuxième symphonie de Mahler se réfère au Lieder inspiré du Knabenwunderhorn. C'est un cycle de mélodies de Gustav Mahler. Mais ce mouvement ici est purement instrumental. Je vous fais entendre donc ce scherzo de la deuxième symphonie de Gustav Mahler.
Donc c'est cette musique en fait que Luciano Berio va reprendre dans Sinfonia et il va coller par-dessus une multitude d'éléments qui sont issus d'autres œuvres, comme par exemple La mer de Debussy, les péripéties des 5 pièces pour orchestre de Schoenberg, la symphonie fantastique de Berlioz, le concerto pour violon de Berg, également celui de Brahms, la valse de Ravel, Daphne et Chloé de Ravel, le cavalier à la rose de Richard Strauss, ou encore il fait de l'autoplagiat, enfin de l'autocitation, il cite la Sinfonia elle-même. Et à cela s'ajoutent des phrases prononcées par des étudiants de Harvard, des extraits du livre L'innommable de Samuel Beckett, des slogans de mai 68 sur les murs de la Sorbonne à Paris, des bribes de conversation ou de solfège, des extraits de littérature de James Joyce, etc. Je vous fais entendre la Sinfonia donc. Keep going. Nothing more restful than chamber music. Your time. But an academic exercise. With not even a small mountain on the horizon, a man would wonder where his kingdom ended. Keep going. A danced poem all round an endless chain, taking turns to talk. Donc Berio arrive à vraiment parfaitement intégrer tous ces éléments, à donner du sens, à donner de l'émotion aussi. Et il y a un musicologue qui est spécialiste de Berio qui a comparé en fait le geste du compositeur à celui de Picasso. Vous voyez ici sur la diapositive le tableau Les Ménines de Velázquez. Donc ça date du XVIIe siècle. Et Picasso donc a utilisé ce tableau pour en faire un nouveau en fait. Et c'est un peu ce que Berio fait finalement. Il invente une autre œuvre tout en citant Mahler intégralement, quoi. Alors pour terminer ce tour d'horizon sur les citations et le collage, on va parler de convergence religieuse par collage. Donc je vais vous faire entendre le requiem de Mozart collé avec des éléments de musique arabe. Il s'agit donc ici du requiem de Mozart, qui donc a été composé l'année de sa mort en 1791 et qui n'a d'ailleurs pas été terminé. C'est un de ses élèves qui l'a terminé. Le requiem, donc, ça correspond à la messe des morts et ça représente parfaitement la tradition religieuse chrétienne. Et le dhikr, dans l'islam, c'est une litanie chantée à la gloire de Dieu par les confréries mystiques dans toute l'Afrique du Nord. Il est au cœur de la pratique du soufisme, tout comme les derviches tourneurs turcs utilisent la flûte ney et la danse pour entrer en transe. Et le dhikr est basé sur la répétition de formules rythmiques pour Allah. Alors, je vous fais écouter un vrai dhikr traditionnel. Et alors dans l'album Mozart en Égypte, donc on va voir ce mélange de religion.
Donc on retrouve les invocations à Allah hein, qui sont respirées avec ce chant monodique au-dessus. Et là, le requiem de Mozart qui arrive. Voilà, je trouve ça particulièrement réussi. Merci d'avoir été attentif sur ce long diaporama.